émission 944. Cette semaine, The Human Target, volume 1. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Tantôt, j'ai appris qu'il y a un film qui s'appelle « Nous, il y en a ri le bol ». Et c'est un film de kung-fu. Et j'en suis pas revenu. L'as-tu téléchargé? Non, pas encore. La Est-ce suite, que je vais le faire? Je ne sais pas. Ouais. Mm-hmm. Quand ça s'appelle Challenge of the Dragon. Ça, c'est la version originale. La version anglaise, c'est en mandarin, l'original. Oui. Je sais pas. Donc, les Français ont décidé d'appeler ça « Nous, il y en a ri le bol ». Et c'est bien la première fois que les Français nous déçoivent. Donc, l'ensemble. L'ensemble. Merci Simon Benoît. Merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres jouent avec le feu, mais aussi la glace. Fait référence à la BD. Il est rendu à le stade où ses archives ont des archives. Simon Chénier est avec nous. Salut Simon. Hello. Comment ça va? Ça va bien. Pour vrai, je me suis, pour la job, allé dans le fin fond de la Chine, dans une comté de Montréal à laquelle je vais souvent. Et d'aller interviewer des gens pour mon travail. C'était vraiment cool. Une belle petite journée remplie. Puis on dirait que le voyagement m'a épuisé, mais tu sais, une bonne fatigue. Ouais, la Chine, c'est un bout. Ouais, surtout en transport en commun quand t'as pas de char comme moi. Ouais. Mais ouais, ça va bien. Et toi, comment tu vas? On se pose jamais la question, en fait. Moi, ça va bien. Moi, ça fait comme 2 semaines que je suis dans des archives du film sur les Jeux olympiques de 76. Parce que c'est au travail, ça? Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça dans les derniers temps. Mais sinon, nouvelle médication, tout va bien. Oui, puis, ça va-tu mieux? Oui, je pisse moins. Ah! Mais tu chies plus, t'es allé tantôt. Ah non, ça c'est régulier. Ah, c'est régulier. Oui, non, ça c'était normal. Oui. Puis c'est ça. Puis sinon, écoute, nouveau Noël chez Isidore, je t'envoie ça ce soir. Oui, je t'envoie ça ce soir. Est-ce que c'est la nouvelle médication qui fait dire ça ou c'est vrai, Simon? C'est vrai, il est tapé, monté. J'ai écrit le résumé, j'ai les photos. Tout est fait, je t'envoie ça tantôt. Quand tu veux que ça sorte quand, le sachant que vendredi, il y a une bifurcation, que tu veux ça quand? Ça peut être, j'imagine mardi, c'est plus comme tu veux, mercredi, jeudi. Mercredi, ça c'est faisable. Ouais, là, après le show tantôt, genre des trucs à faire. Ouais. Parce que j'ai une entrevue à prévoir aussi pour demain que j'avais pas finalisé. Je vais recevoir notre amie Mélanie Roy, qui est directrice du Festival BD Montréal, dont l'événement, la prochaine édition, la 15e édition, s'en vient les 16, 17 et 10... Non, attends, excuse-moi. Oui, le 15 au 17 mai prochain, sur Saint-Denis. Puis, Mélanie, c'est sa dernière année en tant que directrice. Puis, la dernière fois que je l'ai croisée, je disais, hey, ça te tenterait-tu de venir faire une entrevue? Puis, on va parler de la job, puis comment t'es rentré là-dedans. Ouais. Puis, c'est une belle façon aussi de clore ton investissement parce que c'est quelqu'un qui a quand même donné énormément pour non seulement le festival, mais le milieu de la BD parce que le FBDM fait des événements durant l'année également. Donc, une couple d'affaires à préparer pour demain, mais je voulais absolument plugger aussi le festival parce que il y a l'Encan, le fameux Encan qu'ils ont lancé il y a 2 semaines de ça, Simon. Quand tu as lancé ta nouvelle médication, a été lancé en même temps un Encan pour ramasser des fonds pour le festival parce que bien que le festival a bien des partenaires importants, ils ont quand même des enjeux financiers. Ça fait partie de toutes les institutions en culture. Donc, vous pouvez dès maintenant aller miser sur différents prix. C'est vraiment cool. Donc, des planches originales, des rencontres avec des auteurs, des autrices, plein d'items. Il y a même des billets là, pour des restaurants. Il y a plein de choses. Donc, allez sur fbdm-mcaf.ca, fbdm-mcaf.ca. Le MCAF, c'est le MECAF, parce que c'est en anglais également. Puis sur la page, vous allez avoir accès à l'encan, puis vous pouvez miser. Je pense que c'est jusqu'à dans quelques semaines, vous allez pouvoir miser sur des items. Je n'ai pas la date exacte, mais tout est expliqué, c'est assez clair. C'est super simple. Puis il y a même des produits sur lesquels il n'y a pas tant de gens qui ont misé pour l'instant. Peut-être que les gens attendent à la dernière minute, mais c'est un encan, bien sûr, virtuel. Puis allez fouiller là-dedans. Il y a des trucs vraiment intéressants, des planches de câbles, il y a plein d'affaires. Des planches de Xavier Cadieux aussi qui ont l'air super cool. Puis je vous rappelle, le FBDM, c'est entre les
c'est entre les rues Guilford et Roy sur Saint-Denis du 15 au 17 mai. Mais oui, c'est directement à ciel ouvert sur Saint-Denis. C'est un super de bel événement. Excellent. Est-ce qu'une des raisons pourquoi ça va bien, Simon, c'est que tu as apprécié ton WrestleMania la semaine passée? Ouais. Est-ce que t'as apprécié? J'ai hésité beaucoup parce que j'ai apprécié, mais on dirait que c'était un peu... C'était à 50%, je te dirais. Je suis avec toi là-dessus. Surtout la deuxième soirée était plaisante pour moi. Oui. Mais c'est ça, je pense que pour moi, les moments forts ont été évidemment le combat Reigns-Punk. Ça, c'était un très long combat, mais au moins, il y avait une histoire dedans. Il y avait... tu sentais les enjeux, tu sentais les coups, puis il n'y avait pas de shenanigans. Personne qui est venu quand tout le monde se disait que ça va arriver. Ouais. Finalement, il n'y en a pas eu. C'est vraiment juste deux d'autres qui se battent. Puis évidemment aussi le moment Danhausen. Le dimanche, man. C'était incroyable. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça, je pense qu'en général, le dimanche était pas mal meilleur que le samedi. On dirait que le samedi était pas mal rushé, puis même, je l'ai pas écouté live, celui-là. Et même sans les pubs qu'il y avait... Le dimanche, moi, j'ai eu bien des pubs... beaucoup. J'ai l'impression que c'était comme le documentaire de Hulk Hogan avec des séquences de WrestleMania. On faisait la blague aussi, oui. Ça n'avait pas de bon sens, j'étais tanné, là, mais ça me donnait en fait, plus je la voyais cette bande-annonce-là, plus j'avais pas envie de voir le documentaire sur Hulk Hogan, qu'importe quelle est la teneur du documentaire. J'étais on l'a vu, là, ça fait 15 fois. Là. Ben, c'est ça. Mais mis à part ces pubs, moi je me souviens pas, y a-tu d'autres pubs? Y a-tu des pubs comme pour des produits, des trucs comme ça? Oui, surtout les moments... toutes les pubs qui avaient rapport, qui avaient des lutteurs dedans, ça, il y en avait, mais il y avait aussi des trailers de films. Il y avait... Tu sais, je comprends que c'était un peu Super Bowl-ish en montrant des trailers, mais tu sais, aussi de voir tout le... de voir que Mandalorian était dans la foule, j'étais comme what, ok. Puis là, le petit gars qui arrêtait pas de boire de la bière, j'étais comme oui, ce gars-là, il était gossant, il était vraiment. Mais je comprends, gossant. C'est des joueurs de football, mais tu sais, je m'en calisse, là. Ouais, mais la culture de se défoncer aussi, c'est comme on est rendu des vieux monsieur, là, c'est ça. Il y a peut-être ça aussi. Ouais. Il y a peut-être ça. Mais c'est ça, puis quand j'ai écouté la première journée, j'avais pas tout ça, j'avais pas toutes les pubs, mais j'ai quand même trouvé que on dirait, c'est comme si les combats duraient vraiment pas longtemps. Puis il était pas super engageant, disons. Puis le dernier, ben c'était un peu n'importe quoi là, avec tout ce qui arrive. Il est arrivé dans les dernières semaines dans le Road to WrestleMania avec Pat McAfee puis McAfee, excusez. Oui, McAfee, oui, exactement, comme il a été nommé par CM Punk. Oui, ça c'était bon. Mais c'est ça, fait que tu sais, c'était pas tant incroyable, mais heureux de constater que la deuxième journée était un WrestleMania. C'était tu sentais on dirait que c'était même plus fébrile, ça se sentait à l'écran, c'est beaucoup plus, on dirait que le rythme des matchs était plus rapide, plus excitant, on mettait le paquet, puis il faut qu'on en parle parce que je pense que toi puis moi, puis t'as un t-shirt en ce moment, on peut pas se cacher qu'on est des fans de Danhausen. Moi, je suis un fier récipiendaire d'un vidéo caméo de Danhausen dans lequel j'avais oublié de mentionner les Mystérieux Étonnants, tout en mentionnant qu'on a fait un podcast. Je trouve ça parfait. Je trouve qu'il y a comme un deuxième degré. Puis, écoute, son apparition à WrestleMania, deuxième soirée, je me suis dit, quand j'ai vu John Cena, qui était le host des deux soirs, revenir à mi-chemin dans le deuxième show, j'ai dit, OK, c'est là où jamais qu'il va apparaître parce qu'il y a eu l'occasion d'avoir Cena et Danhausen sur le ring en même temps, même si Cena allait pas se battre, ou peut-être pas se battre. Et c'était tout ce que je m'attendais avec Danhausen. Danhausen qui sort avec des petites personnes qui sont habillées comme les danseuses avec lesquelles il a fait son apparition jadis à la WWE et qui ont, ma foi, volé le show parce que t'as rendu The Miz, c'est rendu son genre de nemesis qui est son straight man à qui il empoisonne la vie. C'était le côté wacky que j'avais besoin dans quelque chose qui était excessivement sérieux comme WrestleMania quand même. Puis écoute, c'était magique quand The Miz assommé se fait escorter en dehors du ring par une horde de petites personnes sur ses épaules. Le visuel, il était en croix, là. C'était parfait. J'ai dit, je pleurais de rire parce que c'était beau. C'était vraiment beau, là. Je suis pas ironique en ce moment. Et j'ai dit sur le Discord, parce qu'on l'a écouté sur le Discord, j'ai dit, hostie que c'est beau.
Asti que c'est pur, man. C'était juste ça que je disais. Ouais. C'était magnifique. Ça, puis juste suivi avec Danhausen qui envoie une espèce de bombe de boucan pour s'en aller, mais qui reste là. Il reste là. Là, John Cena le regarde, puis là, il s'en va, puis il va se cacher en dessous du ring, mais tout croche, puis c'était merveilleux. Puis son petit véhicule aussi. La Danhausen mobile. Ouais, exact. Qui est un cercueil, d'ailleurs. Je sais pas si tu as remarqué. Ouais. C'est parfait. C'est tellement des codes à des trucs que toi puis moi, sur lesquels on a grandi, puis c'est campy, puis... Ouais. Hey, je pense que... je sais pas combien de temps il peut toffer comme ça, cette run-là. Tu sais, ce genre de gimmick, moi, je me tente pas, mais peut-être que le public, éventuellement, va se tanner. Peut-être. Mais pour l'instant, je trouve qu'il y a une montée fulgurante qui est vraiment belle à voir. Le gars, il l'a mérité. Là. Il a fait 120 shows indie l'année passée, alors qu'il était encore signé pour la AEW, puis il était pas là depuis des mois et des mois. On le signait plus. Je sais pas ce qui est arrivé à l'interne, mais il était pas là. Juste de le voir aller, là, c'est magique. C'est magnifique. Puis c'est vraiment le fun de voir comment il est un peu partout aussi. Je veux dire, il passe à ESPN, puis il curse des animateurs, mais aussi, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a mis sur le Discord, mais une vidéo de Red Letter Media qui parle que ça commence, puis on voit un démon, mais finalement, le démon, c'est juste Danhausen. Oui, c'est juste un clin d'œil. Mm-hmm. Fait que là, Danhausen, lui, il republie ça. Puis tout est lié dans tout ce qu'on aime. Là. Fait Conan qui a ressorti son entrevue qu'il avait fait jadis avec lui durant la pandémie. J'espère qu'il va y retourner en personnage. Oui, ça serait incroyable. Ça serait malade. Moi, je veux un assist, comme on dit, donc une assistance de Conan pour vrai sur le ring éventuellement. Ils promettent dans l'entretien qu'ils ont eu là, jadis, puis je veux voir ça pour vrai. Ça me surprend que ça n'a pas été fait dans le temps, parce que dans le temps, Conan était associé à Turner, puis Turner s'appartient à Warner, et Warner départ dans AEW. Donc, je pensais que ça allait se passer, mais hey man, Conan, Red Letter Media, qu'est-ce qui manque là? Il manque un comic book. Là. Il va être dans un comic book bientôt, là, je peux pas croire. Là. Sûrement. L'apparition, je sais pas. Puis, je sais pas si tu as vu le lundi après le Raw après WrestleMania où il était déguisé comme John Cena. Je l'ai vu déguisé avec il y a un collier d'ailleurs de piment comme Roman Reigns. Puis là, je voyais ça, je me suis dit, ça c'est une figurine que j'achèterais. Ah oui. Danhausen en John Cena, c'était hot. Il a fait un remote récemment aussi. Il est allé à la maison de The Miz parce que The Miz, comme il dit qu'il l'a invité, mais il l'a certainement pas invité. C'était beau, là, écoute. Là, pour les va avec le vélo de sa fille. Non, c'est ça. Si vous connaissez pas Danhausen, ça vaut la peine juste de regarder la lutte juste pour ça. Allez voir les montages. Il y a des montages là, sur YouTube. Ils vont nous en donner plein. Là, autant son époque à AEW, la période indie, puis sa période en ce moment à WWE. Puis dites-vous là, que en ce moment, si on parle puis vous comprenez pas ce qu'on dit, Simon et moi, ben c'est un peu comme quand vous parlez de comics à vos amis, ils vous regardent un peu comme ça aussi. Fait que pour une fois, c'est dans l'autre sens. Fait qu'on, nous autres, on tripe lutte, puis on tripe trip comics. J'ai du gros love, man. C'est malade. J'adore ce qu'il a fait. Ouais, puis je veux dire, les autres matchs de dimanche, Oba contre Brock, écoute, Oba, il y a une présence incroyable. Fait il vole le show, là. Puis c'est le fun que ça n'ait pas duré longtemps, puis que Brock se fait planter. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Puis le match d'échelle aussi était insane. Penta qui revole partout, Jovan qui revole. En tout cas, c'est ça. Puis Rhea versus Jade, j'ai été surpris de vraiment apprécier le combat. T'sais. Ouais, moi, Jade, c'est pas une lutteuse que j'aime beaucoup. Je la trouve incroyable dans le temps en termes de prouesse physique, mais son personnage m'emmerde. C'est pas le genre de personnage que j'aime. Ouais, c'est ça. Mais là, le combat était le fun. Puis c'est ça. Non, toute la journée était vraiment bonne. C'est le fun. C'est le fun d'écouter ça en gang, de pas être tout seul. Je trouve que moi, j'ai beaucoup de la misère à écouter Raw, SmackDown comme en live parce que j'ai l'impression qu'il y a juste des longueurs. Fait que souvent, je vais finir par écouter des bouts que j'ai vus promus sur Instagram. Fait que c'est une bonne façon aussi de se tenir au courant de ce qui se passe. Ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai décidé de canceller Netflix là, après WrestleMania. Après WrestleMania. Ouais. Excellent. Ben écoute, je vais en profiter pendant que mon compte est encore actif, mais je pense que je vais me calmer. Là. Parfait.
Écoute, il faut ce qu'il faut. On a des choix à faire. Donc, FBDM, c'est passé. On a parlé du cas du festival qui s'en vient, bien sûr. Petite nouvelle, on est hypés, là, Simon et moi, mais on va descendre ça un peu. Pas que je veux, c'est juste que j'ai pas le choix parce que la nouvelle n'est pas très glorieuse et pas très le fun, en fait. Jerry Conway, man, qui est décédé à l'âge de 73 ans. Ça a été annoncé par l'éditeur Marvel Comics pour lequel il a contribué beaucoup. Jerry Conway, c'est sûr que vous avez vu, si c'est pas des histoires qu'il a écrites, des personnages qu'il a co-créés. Parce que là, j'ai une petite liste, là, mais elle est pas complète, Simon. Là. Mais il a co-créé de Punisher, Tarantula, The Jackal, Tombstone, Wolfman, Man-Thing, Ben Reilly, le clone de Spider-Man, Jack-O-Lantern et Carol Danvers. Ça, c'est pour Marvel Comics. Et pour DC Comics, Firestorm, Power Girl, Jason Todd, Killer Croc et j'en passe. C'est lui qui a entre autres aussi écrit la fameuse histoire dans laquelle Gwen Stacy meurt, hein? Une des morts permanentes du comic book qui persiste à ce jour. Quoiqu'il y a une trolley de clones de Gwen Stacy depuis ce temps-là, mais ouais. Donc c'est quelqu'un qui a laissé, c'est vraiment sa marque. C'est une grosse présence du comic book qui vient de disparaître. Donc ça a été annoncé aujourd'hui sur les médias sociaux par Marvel Comics. Rien de plus à dire. Donc Godspeed, man. Ouais. Allez lire du Jerry. Allez lire du Jerry pour rendre hommage à Jerry. Ouais. On continue avec toi, Simon, pour remonter maintenant le beat. Qu'est-ce que tu as de ton côté? Je sais que la dernière fois que j'ai fait une petite liste là, des sorties Blu-ray et 4K du mois, je vous ai dit que j'allais revenir sur les sorties de Vinegar Syndrome. Donc, je vais faire ça un peu rapidement, mais Vinegar Syndrome, à chaque mois, sort un tapon de film. Un tapon. J'ai décidé d'appeler ça un tapon. Un tapon. Donc, ils sortent en 4K le fameux film, un des plus controversés de l'histoire du cinéma, Faces of Death. C'est quoi ça déjà? C'est le genre d'affaire que j'évitais moi quand j'étais jeune parce que je suis pissou. Là. Ouais, puis moi, c'est vraiment pas un film qui m'intéresse. Oui, bravo. Intéresse. C'est un genre de faux... documentaire sur la mort. Fait que c'est comme si c'était du fan footage de différentes morts les plus farfelues les unes que les autres. Autant des meurtres bien ordinaires que se faire manger le cerveau par des singes. Oh, des singes, OK. Ouais, mais c'est ça. Évidemment, la plupart du stock est stagé, sinon c'est des images d'archives, mais de ce que je comprends. Mais je pense que c'était plus ça, l'aura du film. C'était comme, hey, c'est-tu vrai ce que je vois? À l'époque où on n'avait pas vraiment autre source pour vérifier. C'est ça. Puis, tu sais, peut-être qu'avec justement la qualité 4K du film, peut-être que là, tu le vois encore plus, que c'est fake, tu sais. Fait que c'est sûr que si tu loues la VHS, comme avec le tracking qui rush puis tout ça, c'est sûr que ça rajoute un peu. Ça rajoute. Mais bon, pour les espèces de freaks là, qui aiment ça, ben. C'est une affaire que Johan va louer. Il louait probablement au club vidéo. C'est sûr. Lui, il a vu les 4 Faces of Death. Là, c'est sûr. Ah ouais, puis il a loué ça, il y avait 7 ans. Là. Ouais, ben oui. Un autre sorti, c'est un film qui s'appelle Escape from Death. Là, c'est un film produit dans le cadre d'une série de films direct en vidéo qui a passé à la télé, sorti sous la bannière Lucio Fulci présente. Oh, presents. Donc, il n'a pas réalisé, mais il a présenté. Et c'est ça. Donc, c'est un genre de... Là, tu vois, j'ai sorti une phrase que j'ai mise sur Google Translate. C'est un giallo tortueux, ponctué de moments de gore choquants et inattendus. Inattendu. Okay. Donc, voilà. Sinon, on a un coffret qui s'appelle Ténèbres françaises. Et c'est un coffret de 4 thrillers français des années 70. On a le film Les Cousines avec Solange Pradel. On a aussi le film Qui? Avec Romy... exclamation? Oui, c'est ça. Okay. Qui? Avec Romy Schneider et Gabriel Tenti. On a aussi le film Le Secret avec Jean-Louis Trintignant, Marlène Jobert et Philippe Noiret. Et on a le film Nuit d'or avec Klaus Kinski et Marie Dubois. Bon. Donc, pour les amateurs de cinéma français, un peu de genre, je crois que ça peut être intéressant. Ça va l'air intéressant, en tout cas. Okay. Sinon, il y a un autre coffret qui sort, et ça c'est un que je me suis procuré. Je l'attends cette semaine, d'ailleurs. C'est Eurocrime Rarities Volume 1. Okay. Donc, des films
policier italien des années 70, fait pendant il appelle ça les années de plomb, je crois, où beaucoup de... Où tous les réalisateurs italiens étaient empoisonnés au plomb, faisaient des films complètement fucked up. C'était comme une période un peu rochante niveau politique et criminel. La criminalité est en hausse, puis beaucoup de manifestations, beaucoup de comment on appelle ça, du turmoil. Beaucoup de... Il y avait de la bisbille. La bisbille sociale. C'est moins sexy à dire que le turmoil, mais je veux dire, c'est ça. Bisbille. Mais c'est ça. Donc, 3 films policiers. Un qui s'appelle Il Giorno del Cobra, qui s'appelle aussi Le jour du Cobra. Oui, Le jour du Cobra. Ce qui est un film de Enzo G. Castellari de 1980 avec Franco Nero et Sybil Danning, qui est correct. Okay. Ben pour un Enzo G. Castellari, fin 70, un peu après sa grosse période. Là, il est tombé dans le film de genre avec évidemment ceux qu'on connaît, les Escape from the Bronx, puis les Nouveaux Barbares. Mais là, c'est un film plus un film policier où Franco Nero joue un enquêteur, puis il se passe des affaires. Sinon, on a la Banda del Trucido, qui se nomme aussi The Rascal Gang, réalisé par Stelvio Massi avec Luc Miranda et Thomas Milan. Je crois pas que je l'ai vu. Mais en même temps, ces films-là, je les mélange un peu toutes. Les films policiers italiens. Des politici. Je le dis sûrement tout croche, mais il y a un terme pour ça. C'est le film dans lequel le personnage de Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood, il en fait, je pense, quand il va en Italie à un moment donné. Je pense qu'il y va pour faire ça. Et le troisième film, c'est Il Commissario de Ferro, donc de Hiram Commissioner, réalisé par Stelvio Massi, mais avec Maurizio Merli. Maurizio Merli, qui a été engagé parce que c'est un look-alike de Franco Nero, et il est devenu plus populaire que Franco Nero dans les films italiens policiers. En tout cas. Et le dernier, c'est Mutant, un film de 1984 avec un de mes acteurs préférés, Wings Hauser, ainsi que Bo Hopkins. Ne pas mélanger avec Bob Hopkins. C'est un autre. Et ça, j'ai un Google Translate. Je me suis dit pourquoi pas. Après, mais tu sais, tu vois. C'est le fun. C'est ça. Ça s'améliore, mais c'est pas parfait. Après une bagarre et se sont retrouvés coincés dans une ville reculée du Sud, les frères Mike et Josh découvrent qu'ils sont au cœur d'un problème beaucoup plus profond. Cette nuit-là, Mike est attaqué par quelqu'un ou quelque chose, et le lendemain matin, tout dans cette ville endormie semble avoir changé, alors que plusieurs habitants semblent malades et commencent à adopter un comportement de plus en plus étrange et violent. Avec l'aide de quelques habitants tout aussi inquiets, les frères découvrent bientôt que des forces hors de leur contrôle transforment lentement les citoyens en une forme terrifiante de morts-vivants. C'est un film de zombie. Mais c'est sorti en 4K, donc ça aussi, je l'ai commandé. Je me souviens d'avoir quand même apprécié, mais c'est sûr que s'il y a Wings Hauser dans un film, moi, je suis toujours partant. Toi, t'as continué à commander. Est-ce que tu te fais avoir par les tarifs? Là? Est-ce que c'est vraiment prononcé? Non, c'est pas... ça dépend. Tu vois, Vinegar Syndrome ont un distributeur canadien, fait que ça passe par là. Fait que ça va. Mais pour d'autres, c'est quand même assez cher. Là. Parce que c'est déjà des éditions qui sont habituellement quand même dispendieuses. Fait que là, avec tout ça qui est rajouté par-dessus, c'est pas... c'est pas le fun, mais c'est pour ça que je me suis calmé pas mal. OK. Tu perds de l'argent de côté. Tu peux acheter des figurines de lutte à la place. Non, je me lance pas là-dedans. Là. Wow. J'en ai juste une. C'est laquelle que t'as? Danhausen. T'as dans le temps de AEW? Ouais. Oh, wow. Elle vaut cher maintenant. Ah, je l'ai déballé. Fait que... I don't care. C'est correct. Parfait. T'avais-tu fini? Ouais.
Hey, t'as parlé de singe, je veux pas faire une critique à la bonne et due forme, là, mais je pense à singe, je pense à Bubbles, le fameux singe de Michael Jackson. Ouais. Et je suis allé voir le film de Michael ce week-end avec notre ami Phil Tremblay. Wow. Puis je sais pas, lui c'est un grand fan de Michael Jackson. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Oui, encore à ce jour. Il est conflictué. Il se pose des questions, il sait pas ou comment jongler avec tout ça. Puis je le comprends. On n'est pas obligé toujours d'avoir une opinion sur quelque chose, mais non. Le film comme tel est très particulier. C'est du réalisateur de Training Day qui n'a pas fait des affaires depuis Training Day. Okay. C'est un film qui est compétent dans le sens que tu vois que c'est pas un amateur qui est derrière la caméra et qui dirige les acteurs, mais c'est aussi un film qui repose beaucoup sur les ayants droit, donc la famille de Michael et donc les gens qui ont leur mot à dire. Ouais. Et c'est probablement ce qui fait que le film est très, 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 très safe. Okay. Sur tout ce que vous pensez là, qu'on n'adresse pas durant la production du film. Mais aussi, il y a plein des aspects de la vie de Michael, donc la relation avec ses frères qui n'est pas du tout exploitée. C'est vraiment Michael qui est au centre de l'histoire. Et c'est son neveu qui l'incarne. À ma foi, c'est à s'y méprendre. Il y a même presque un uncanny valley par moment. C'est son premier rôle. Autant la prestation physique de Michael, mais sa présence, elle est on point. Et l'acteur, malheureusement, excusez-moi, je ne pensais pas faire une critique, mais qui incarne son père, Joe, qui était un homme excessivement violent et contrôlant, a une présence incroyable dans le film. Si ce n'est que pour la prestation de cet acteur-là, je pense que ça vaut la peine. Oui, mais ce cas-là, il y a un peu le vent dans les voiles ou dans les ailes, je ne sais pas trop. Oui, dans les voiles. Dans les dernières années, Domingo quelque chose. Oui, mais exactement. Je sais qu'il a joué dans plusieurs choses qui... On le voit de plus en plus. Il pète l'écran. Là. Ouais. Quand tu le vois, il y a une tension, clairement. T'sais, en fait, il y a des moments où la foule a réagi. Et c'était surtout quand le personnage de Joe était à l'écran. Parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait faire. Il y a eu un moment où il est violent physiquement au début du film. Je pense que ça a marqué pour le reste. Mais il y a toujours c'est toujours sous-entendu qu'il a le contrôle. Puis c'est lui qui décide si quelqu'un avait des enjeux. Mais somme toute, ça reste un film qui est comme inégal, qui n'est jamais totalement engageant. Puis là, je vais vous spoiler quelque chose. Là. Je suis désolé. Si vous êtes fan de Michael Jackson ou du film, je vous spoil la fin. Je vous dis pas comment ça finit, mais presque. Toi, ça te dérange-tu, Simon, que je te le dise? Pas tout. OK. T'as vu l'épisode des Simpsons où est-ce qu'il y a Poochie? Ouais. Le fameux chien Poochie, qui est un nouveau personnage. Puis à la fin, on ne sait pas comment finir son histoire parce qu'on veut s'en débarrasser pour se débarrasser d'Homer, qui donne la voix à Poochie. Ben, ça finit sur une voix off. Puis là, on enlève Poochie de l'écran tranquillement de façon un peu bonasse, puis après il y a comme un écriteau qui dit « Et Poochie est mort en direction de sa planète. » Le film finit sur un Poochie. C'est marqué « Son histoire est continue. » Puis là tu fais « Hein? » Puis là on s'est tout regardé genre quoi? C'est comme là-dessus que ça finit, genre? Puis c'est comme ça que le film finit. Fait que le film de Michael Jackson a un lien direct avec Poochie. Vous êtes avertis. Pour vrai, c'est risible. Il y avait beaucoup de fans de Michael dans la salle à voir les t-shirts puis comment les gens réagissaient au film. Donc, je ne suis pas parti à rire pour les insulter, mais pour vrai, j'étais crampé. Là. C'était magnifique. Je m'étais pas bidonné comme ça au cinéma depuis la fin alternative du dernier Twilight où on tue des personnages C'était magnifique. Petite nouvelle d'honneur, Simon, de mon côté, parce que je voulais le souligner. Ça a touché même des gens qui sont membres de notre Discord. Je pense ici à Bicoline, qui est pour les gens, les Européens, les Français, les gens qui ne sont pas du Québec. C'est un village qui sert aux grandeurs nature ici au Québec, à Saint-Mathieu-du-Parc, qui est fréquenté par des milliers de personnes chaque année pour comme ça, plonger dans un univers médiéval fantastique. Ils sont surtout connus pour leurs fameuses batailles annuelles où des centaines de personnes se rencontrent, se battent, s'affrontent justement sur un champ de bataille. Et ce qui est particulier de Bucoline, c'est que les gens qui appartiennent à des guildes, qui fréquentent les lieux, ont été capables au fil des années de diriger littéralement un village en bois qui aide vraiment à l'immersion. C'est vraiment un acte de passion pure. C'est financé par les gens qui ont les guildes. C'est eux autres qui se sont investis là-dedans, dans la construction, tout ça. Et là, il y a une partie de ce village-là. On parle de 22 bâtiments qui ont brûlé en fin de semaine, de la nuit de samedi à dimanche, malheureusement. Ouais. C'est très triste, en fait, pour les gens qui fréquentent Bicoline, puis les gens qui ont mis énormément de temps et de love dans ce projet-là. C'est pas tout à terre, et heureusement, il n'y a pas de blessés. On nous rapporte du côté des médias sociaux de l'organisation. On nous dit qu'on va venir au courant. Bien sûr, il va y avoir une enquête des pompiers à savoir qu'est-ce qui a mené éventuellement à cet incendie. Sur le coup, là, quand ça avait été annoncé sur les médias sociaux de Bicoline, les organisateurs parlaient d'un incident impliquant un départ de feu
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a fait un feu puis finalement, il y a des tisons qui se sont propagés? Je ne sais pas. Il y a quelques semaines de ça, Simon, j'ai rencontré Carniard, qui est un réalisateur bien connu, qui a fait partie de Philactère Cola. Et c'était son anniversaire en fin de semaine. Et il est allé à Bicoline pour l'occasion, déguisé avec sa gang de chums, dont des anciens de Philactère Cola. Et il a assisté au feu. J'ai vu ça sur ses médias sociaux. Donc, il y a des photos d'ailleurs qui ont beaucoup circulé, pas seulement la sienne, mais d'autres. Et tu vois, là, les flammes, là, ça l'a enveloppé littéralement une partie du village. Heureusement, encore une fois, il n'y a pas de blessés. On va savoir ce qu'il y en est pour la saison de Bicoline qui va bientôt commencer. Hein, c'est surtout l'été. Puis, j'imagine qu'on va pouvoir être en mesure de reconstruire éventuellement, mais ça doit être un gros coup pour les gens qui se sont investis énormément dans ce projet-là, dont notre ami Gab du Discord des Mystérieux Étonnants qui diffuse de la lutte. Lui, il participe à ces événements-là. Il fait partie d'une guilde qui a été touchée. Et puis, ça a été rasé. Il a appris ça durant le week-end. Donc, nos pensées sont avec vous. Ouais. Et j'en profite parce que j'en ai parlé à Simon juste avant l'émission, mais le podcast de notre ami Guillaume Boldoc, Lance et Compte, qui est un podcast québécois de Donjons et Dragons, viennent de passer à une location physique. Ce que je veux dire avant, c'est qu'ils enregistraient leur épisode vidéo chez Guillaume Boldoc. Et là, ils ont été accueillis dans une boutique qui s'appelle Abyss. C'est vraiment dans l'est de la ville. C'est tellement dans l'est de la ville que Simon et moi, on habitait à côté de cette place-là dans le temps. Pendant 10 ans. Simon, tu as été là longtemps, mais moi, ça a été 10 ans à peu près. Puis, il fallait qu'un commerce comme ça cool ouvre après qu'on soit parti. Mais ça a l'air vraiment extraordinaire. Chaque shout-out aux gens d'Abyss. C'est un pub ludique en même temps. Donc, il y a des jeux. J'imagine qu'il y a de la bouffe et de l'alcool. Puis là, il y a une salle, un genre de section qui va être réservée à Lance et Compte. Je trouve ça super cool. Bravo, man, c'est vraiment un bon coup. Parce que là, ils vont avoir de la pub en plus gratis du côté d'Abyss. Puis les gens de Lance et Compte vont avoir un spot pour enregistrer. C'est fantastique. Je trouve ça juste... Je voulais le plugger là, parce que je trouve ça super cool. Puis c'est dans quel coin? Parce que c'est ça, t'as-tu l'adresse? Je vais checker l'adresse, attends une minute. C'est sur Jean Talon, c'est dans le coin de l'ancien centre d'achat Boulevard. En fait, il y a un métro qui va se construire là. Juste à côté. C'est pas si loin. Oui. Puis je crois que c'est en face peut-être de l'ancien Pizza Hut, s'il existe encore. C'est à côté. Je sais pas si le Pizza Hut est encore actif. Puis c'est drôle parce qu'on habitait pas loin à côté, puis je suis pas allé au Pizza Hut pendant toutes les années qu'on habitait à côté. L'adresse exacte, c'est le 4490 rue Jean Talon Est, le 44 rue 4... je vais recommencer. 4490 rue Jean Talon Est à Saint-Léonard, mais ça, c'est sur l'île de Montréal, bien sûr. Puis c'est ça. C'est à l'auteur de Jean Talon. Vous allez vers l'Est, puis éventuellement, vous allez spotter ça. C'est à la limite de Saint-Léonard. C'est à la limite de Saint-Léonard. Puis, mais je pense que le centre d'achat Boulevard existe encore, je pense. OK. Il était supposé le fermer, puis finalement, je pense qu'ils vont pas le fermer. C'était vraiment un centre d'achat weird. La meilleure soupe tonkinoise, par exemple, était là. C'était débile. La bouffe qui était là, elle était incroyable. Le petit coup food court, il était sympathique. Ouais. Mais ouais, c'était... Moi, je me souviens surtout du magasin. Tu te souviens-tu de ça? Ils vendaient des cartouches d'encre et des figurines. Non, c'est à l'entrée du magasin. C'était vraiment ça. C'était tout petit. Puis là, tu avais des cartouches d'encre. Ah oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Il s'est recyclé juste dans les cartouches d'encre. Mais il y avait un spot, puis tu vendais des figurines. Je pense que j'ai acheté les figurines là, un moment donné. Fait que c'est ça. Donc, salutations aux gens de Lance et Compte. Salutations aux gens de Abyss. Vas-y, mon cher Simon. Si tu veux, je peux te parler de 3 films que j'ai écoutés dans la dernière semaine. J'ai écouté, je pense que j'en ai parlé peut-être ici à un moment donné, Vinegar Syndrome avait sorti une édition Blu-ray d'un affaire qui s'appelait Reviver. C'est une série, en fait, qu'ils font où ils prennent des films qui ont été oubliés et qui restaurent la bobine, même avec tous ses défauts. Et là, il y en a un autre qui est sorti récemment, qui est Reviver 2, et dessus, il y a 2 films. C'est quoi déjà? Je pense que je l'ai vu, ce dont tu parles. C'est où est-ce que même le son était manquant, je pense. Ils ont redoublé l'entièreté du film, ça, c'est New York Ninja. Oui, New York Ninja, excuse-moi, je mélange. Ouais. Non, celui-là, c'est vraiment la pellicule qui a eu des dommages... il y a eu de l'eau qui est tombée dessus. Fait que ça a comme
la bobine roche. Okay. Mais c'est ça, ils ont numérisé 2 films et un des 2, c'est le film Paradise of Terror que j'ai écouté. Un film de 1965, un petit thriller tourné aux Philippines où on a des militaires dans un avion, ça commence comme ça, et avec eux, il y a un gars en costard avec une mallette menottée à sa main. Et là, lui, il veut absolument aller à quelque part, fait que là, ils se rendent tranquillement. Puis là, à un moment donné, ils se font attaquer par des gens parce qu'on sait pas trop, des méchants, c'est pas des Vietnamiens parce que c'est pas au Vietnam, mais ils sont pas si loin. Puis l'avion s'écrase et là, après avoir marché quelques heures dans la forêt, trouve une maison éclairée avec de la musique qui joue. Okay. Puis là, ils comprennent pas, mais là, tranquillement, ils vont vers la maison pour voir s'il y a pas, c'est un piège ou quelque chose. Il y a personne dedans, il y a de la bouffe qui est là, puis là, ils commencent à manger. Puis là, ils restent là, puis ils sont comme plus sûrs, mais en même temps, la bouffe arrive, il n'y a pas de raison. Puis plus ça va, plus là, il y a des... leurs fantasmes deviennent réalité. Okay. Mais ils sont pas sûrs, puis il y a beaucoup de questionnements par rapport à ce qui se passe, parce que, tu sais, il y a une scène où ils s'ostinent parce que là, hey, ta barbe, es-tu rasée? Puis ils sont oui. Fait que là, genre, ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes, d'une certaine façon. Okay. Mais aussi, il y a le gars avec la mallette qui semble avoir des informations. Puis en tout cas, c'est comme intriguant. Puis ce que j'aimais, c'est que c'est vraiment comme... C'est cheap, là. Ultra cheap. Mais ils ont réussi à faire de quoi d'intéressant malgré tout, une espèce de huis clos que tu sais pas trop ce qui se passe. C'est le genre de petit film intéressant surtout pour ce genre-là de vieux films oubliés des années 60, mais malgré que le punch, on le voit venir un peu, et la finale, ça finit un peu sec. Il manque une coupe d'explications qui aurait été appréciée. Fait que c'est un peu rushé, mais la ride est le fun. Mais c'est pas un film douteux, si je comprends bien, finalement. Ben, ça a une vibe douteux, mais en même temps, il y a quelque chose de le fun dedans. Puis tu sais, je l'écoutais, puis il y a des moments où j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a d'autres scènes où j'étais comme, aïe, hostie que c'est bon. Donc c'est comme The Visitor, finalement, parce que The Visitor avait cette vibe-là aussi. Des fois, t'es comme, c'est quoi qui se passe? Mais souvent, je suis comme, hostie que c'est hot, comme la façon que c'est tourné, cette affaire-là. Ben, c'est ça. J'ai apprécié ma ride. Okay. Sinon, un autre film, le film... Attends, j'avais-tu dit le titre? Paradise of Terror. Je vais le répéter. Là, je parle du film Moving Targets, avec un S, de 1999. Je pense qu'il y a peut-être 2-3 semaines, j'ai parlé du studio de films au Vermont qui s'appelait Edgewood Studios. Et là, c'est un autre film fait par eux, encore par... le même réalisateur, David Giancola. Et là, on a Miles O'Keefe et Liana Quigley et Burt Ward, celui qui jouait Robin dans les vieux Batman. Oui, je me souviens de lui. En chef de police corrompu. C'est deux policiers qui surveillent un avocat qui a de l'information pour mettre en prison un homme d'affaires de la ville. Et c'est ça, le film se passe à New York, entre guillemets. Mais c'est tourné au Vermont, donc tu sais, c'est un peu... Quoi? C'est ça. Ils réussissent quand même des fois, là, parce que ça a l'air de New York, mais... ce film-là, en fait, ce que j'aime, c'est il y a un personnage joué par une actrice qui s'appelle Sue Ball. Sue Ball. Sue Ball. Sue Ball. Mais c'est la MVP du film parce que c'est un personnage, c'est une policière qui est un peu queer, je dirais, et qui kick des culs. Je veux dire, c'est pas dans le sens Cynthia Rothrock, là, tu sais, mais dans le sens...
tu sais qu'elle va se fâcher puis qu'elle va frapper du monde. Il y en a du monde qui mange le tapin. C'est ça, puis elle vole un peu le show, je te dirais. Puis en fait, tu sais, le film commence, puis c'est pas nécessairement, c'est pas le personnage que tu penses qui va être le personnage principal du film, mais à la fin, c'est elle, puis on dirait que c'est elle qui m'a fait apprécier le film, malgré que c'est un peu cheap et pas super bon. Parce que, je te dirais, l'affaire qui est un peu plate avec ce film-là, c'est que les scènes d'action, c'est des séquences de d'autres films. C'est-tu que j'aille ça quand ils font ça? Ça marche jamais. C'est ça. Surtout une séquence où ils réussissent d'une façon bizarre à ce qui mène à une scène d'une poursuite en autobus voyageur. Qui vient du film Red Heat avec Arnold Schwarzenegger. Oui. Puis c'est facile. Méchant. C'est pas la première fois que je vois les séquences de cette poursuite-là dans des films cheap. Pourquoi cette séquence-là particulièrement? Je sais pas, mais elle est facile à identifier parce qu'il y a un des autobus voyageurs qui a marqué Montréal dessus. Ah. Ça m'avait toujours marqué dans le film Red Heat. Puis là, j'ai fait OK, c'est pour ça. Mais la façon que les personnages se rendent dans les autobus, tu vois que c'est comme OK, là, il faut que cette personne-là rentre dans l'autobus. Comment ça, l'autre va rentrer dans l'autobus? Il n'y a pas d'explication. C'est comme faut que je poursuive cet autobus. Fait que je vais rentrer dans l'autre autobus. Puis, en tout cas, vous voyez que je m'emporte parce que ça me fait énormément plaisir de voir ça dans un film. C'est tellement cheap, mais maudit que j'ai eu du fun. Fait que Moving Targets de 1999, excellent film. Et là, après, j'ai découvert un nouveau film que je vais gosser beaucoup de gens avec parce que j'ai tellement aimé ça. C'est le film Dance or Die, un film de 1987. Ce film-là est une production de City Light Entertainment et City Light est ce qui précède PM Entertainment. Donc, c'est le même monde, mais avant que ça devienne aussi big que, big entre guillemets, là, mais dans le marché du VHS. Le PM Entertainment, donc, c'est produit par Richard Pépin et Joseph Méry, réalisé par Richard Munchkin, qui a fait plein de films de Pépin Méry. Mais ça, c'est un film qui mélange des coups de 12 avec de la danse interprétative. Ah, si que j'aime ça. Comme, c'était quoi le film d'arts martiaux avec des gars, une Ballistica? Ouais. C'était magique. Mais là, c'est plus... c'est pas... OK, il n'y a pas de la danse avec des guns, mais c'est des séquences qui se mettent ensemble pour jouer. En tout cas, je vais y aller tranquillement. Oui, vas-y, parce que avec un peu l'histoire. Ça se passe à Vegas et c'est l'histoire de Jason, un chorégraphe ou prof de danse, là, en tout cas, qui est un ex-cocaïnomane. Et à un moment donné, il rentre chez eux, puis son coloc est en train de faire... je pourrais dire, la préparation de sacs de poudre à vendre, parce que finalement, il dévoile qu'il est un vendeur de drogue. C'est comme la fois que t'es rentré, puis moi, je suis en train de faire ça, tu te souviens-tu? Ah, ouais, je m'en souviens. C'était pas facile, ça, mais on est sorti. Puis, c'est ça, notre personnage, Jason, lui, évidemment, il voit ça, puis il capote, parce que il est tenté, mais c'est un personnage qui est quand même... qui va dans des meetings AA. On parle de ça dans le film. Puis même le dealer, son coloc, il dit « Je savais pas que tu allais être là, je m'excuse, je vais pas te remontrer ça. » Puis, tu sais, il semble avoir une compréhension entre les deux. Comme... Je comprends. Puis là, évidemment, pendant un party de petits dealers, il y a des méchants avec des doses qui viennent descendre tout le monde, donc, dont son coloc, pendant que lui est en train de faire son show de danse. Fait que c'est pour ça que tu as des séquences de danse interprétatives. C'est entrecoupé de shotgun dans un party. C'est beau, là. Ah, c'est beau. Puis, je veux pas trop en dire parce que si vous voulez le voir, il est sur Tubi. Nice, ok, cool. Sinon, il y a un Blu-ray qui est sorti sur Terror Vision, et juste pour vous dire à quel point j'ai aimé le film, après avoir écouté le film sur Tubi, j'ai décidé d'acheter, de commander le Terror Vision
Là, j'ai payé les frais, les tarifs, mais je me suis dit, hey, ça vaut la peine. Mais ça, c'est que t'es vraiment dédié. Là. Sinon, je me suis rendu compte que j'ai aussi une VHS. Déjà la VHS en plus. La VHS, wow. Dance or Die. Je me souvenais de l'avoir déjà regardé il y a très longtemps. Et la seule séquence que je me souvenais, c'était comme quelqu'un qui ostinait. En fait, là, je sais le contexte, mais le personnage de Jason ostine sa. Comment qu'on appelle ça? Sa sponsor dans les meetings AA. Parce qu'elle a un tatou de tortue. Et dans le film, est-ce que ça a rapport avec la gang des méchants qui s'appelle les Turtles ou pas? Sinon, il y a plusieurs questions, mais est-ce qu'il va réussir malgré tout avec la poursuite du gang de criminels contre lui à faire son show de danse? Ah, ça, c'est important, ça. C'est important. Un artiste, c'est dédié à son art. Ouais. Et qui peut-il truster? Sa sponsor, sa nouvelle blonde? C'est ça. Puis, c'est ça. Sérieux, j'ai eu vraiment du fun. Je sais pas si je le vends super bien, mais c'est parce que je veux pas trop en dire non plus. Le fait que tu l'as vu sur Tubi puis qu'en plus tu l'as racheté tout de suite après, je pense que c'est un très bon indicateur, sachant que tu écoutes pas mal de crap. Là. Ouais, ça c'était de la bonne crap, vraiment le fun. Puis c'est aussi tu sais, on avait parlé il y a pas si longtemps du film. C'est un film, Snow Beast. Ouais, je me souviens de ça. Ce que j'aimais, c'est que ça donnait le feeling d'une espèce de troupe de théâtre qui se sont mis ensemble là, pour faire un film. Il y a un peu ça là-dedans. Tu sens les balbutiements de PM Entertainment, mais aussi il y a un côté gritty à toute l'affaire. Un peu indie à la chose. C'est ça. Puis, tu sais, évidemment, le niveau de jeu des acteurs est très différent, mais ça aussi, il y a personne qu'on connaît là-dedans. Puis... Le feeling est vraiment le fun et je trouvais aussi que ça donnait une idée plus fidèle à ce que c'est de vivre à Vegas que dans certains autres films. Ouais. Tu sais, fait que, rappelle-donc le titre pour les gens à la maison. Dance or Die. C'est sur Tubi en ce moment. Tubi canadien, bien sûr. Oui. OK, parfait. Parce qu'il y a moyen des fois de changer son... c'est sûr. Hey, petite nouvelle concernant les comic books. Parce que ça a l'air qu'on aime ça, les comic books. J'aime ça dire comic book. Donc, l'année passée, il y a eu une annonce qui avait été faite au San Diego Comic-Con concernant une nouvelle série de Buffy de Vampire Slayer en comic book. Puis Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu la saison 8, 9, 10, 11 et 12 même du côté de Dark Horse Comics. C'est eux autres qui avaient la licence jadis. Puis après, il a fait un saut. La licence a fait un saut chez Boom Studios. Puis c'était une autre trame du temps, en fait. C'était vraiment une autre histoire complètement. On n'arrêtait pas de... On n'a pas suivi le canon de Buffy. On l'a même propulsé à notre époque. Puis j'avais lu, je pense, le premier trade. J'avais bien aimé ça. Puis après, il y a eu plein d'autres séries spin-off de cette série-là de Buffy du côté de Boom Studios. Mais là, c'est plus eux autres qui ont les droits. Okay. C'est mes Nemesis. C'est Dynamite Entertainment. À chaque fois que je dis Dynamite Entertainment, j'ai un petit frisson. Mais il y avait... Je savais pas qu'ils faisaient encore de l'édition. Moi non plus, bien franchement. Puis les dernières choses qu'on a lues d'eux, je pourrais même pas dire c'est quoi. Je pourrais même pas dire c'est quand la dernière fois qu'on a parlé d'un truc de Dynamite Entertainment. Donc c'est ça. C'est plus Boom qui a les droits, c'est plus Dark Horse qui a les droits, c'est Dynamite. L'année passée, il y a eu un petit aperçu qui a été dévoilé au San Diego Comic-Con, pardon. Et là, sur les médias sociaux, la semaine dernière, on a eu une date de sortie pour la série, la nouvelle série de Buffy en comic book, qui va être écrite par Kelly Thompson et dessinée par Stephen Barney. Ça va être le 22 juillet prochain. 22 juillet prochain, le numéro 1 va sortir. On a très peu de détails concernant l'histoire. On sait que ça va mettre en scène des personnages, bien sûr, de Buffy, mais aussi de Angel. D'ailleurs, Kelly Thompson va écrire aussi une série dérivée sur Angel. Puis ça promet de suivre l'histoire, le canon de Buffy, mais j'ai l'impression qu'on va rajouter un petit peu de chair autour de l'os. On va pas revisiter ce qui a été mis de l'avant à la télévision. Fait que sachez, si vous êtes fan de Buffy, si vous êtes déçu comme moi qu'il n'y aura pas pour l'instant de refonte ou de retour de la série Buffy au petit écran, je trouve que c'est absolument ridicule d'ailleurs. C'est complètement calme. Ça fait pas de sens qu'ils ramènent pas ça. C'est un money maker. La nostalgie, ça vend. C'est stupide. Anyway, donc peut-être que pour rassasier votre envie de Buffy,
la série de Dynamite sera la chose pour vous. Sinon, vous pouvez toujours trouver des éditions, là c'est plus publié, là, mais vous pouvez trouver des éditions de la série de Dark Horse ou celle de Boom Studios, qui était, ma foi, quand même très cool. Sinon, je ne voulais pas juste finir là-dessus concernant les comic books. Il y a Buffy, mais aussi Angel, parce que Mike Mignola, le créateur de Angel, continue à développer l'univers de Angel. Il va revisiter l'univers de Angel dans une mini-série. Angel, pardon, de Hellboy. Okay. Oui, merci. Angel, ça n'a pas rapport. C'est ça, Mike Hellboy, j'ai été trop vite. Hellboy. T'étais dans un Buffy State of Mind. Oui, c'est Buffy State of Mind. C'était pas pire, ça. Donc, le créateur de Hellboy va revisiter l'univers avec une mini-série de 4 numéros qui se passe dans l'univers de Hellboy. Ça s'appelle The Foundry in Peril of the Sea. C'est quelque chose qu'il va coécrire avec Chris Robertson et ça va dessiner par un certain Christopher Miller. On focus cette fois-ci sur une agence qui s'appelle The Foundry. C'est une agence secrète qui est à la solde de la reine Victoria, qui est surtout chargée d'enquêter, mais d'exploration. Là, c'est comme on rajoute un peu. C'est déjà une association qui a été mise de l'avant dans l'univers de Mike Mignola, dans l'univers de Hellboy, mais qui n'a jamais été développée. Donc la série va faire le focus sur ce groupe-là qui font dans l'exploration. Imaginez des Indiana Jones à la solde de la reine Victoria. Le premier numéro va sortir le 12 août. Moi, c'est sûr que ça m'intéresse, mais je vais surtout attendre la sortie du trade pour pouvoir le lire. Ouais. Il te restait-tu quelque chose, toi, Simon, de ton bord? Je peux mentionner que je continue évidemment ma lecture des X-Men et là, je suis rendu à la série Exile. Donc, si on parle de la série que tu suis qui est rendue le plus proche de où est-ce qu'on est en ce moment ou tu es dans le passé encore? Encore dans les anciens. Donc, j'arrive... je suis dans les années 2002-2003. OK. Puis c'est ça, Exiles est une série par Judd Winnick, un nom que ça faisait longtemps que j'avais entendu, qui écrit beaucoup chez DC, entre autres. Mais c'est ça, il a écrit 100 numéros de la série. Et c'est, en tout cas, à date, c'est dessiné par Mike McCone, qui a un style qui rappelle un peu Alan Davis. Mm-hmm. Et Exiles, en fait, c'est... des personnages de X-Men qui viennent de différentes réalités alternatives qui se retrouvent à faire équipe pour essayer de replacer des éléments dans le timeline pour que les réalités redeviennent normales ou qui sauvent de l'extinction ou tout ça. Mm-hmm. Et on a des personnages comme Blink, le célèbre personnage qui a été mis en avant dans Age of Apocalypse. Ouais. Et on a aussi Morph, qui est le même, je dirais, design et personnalité que celui dans Age of Apocalypse, mais ce n'est pas le même. C'est comme un... En tout cas, parce que quand Blink et Morph se voient ensemble, Blink a fait « Ah, allô, je te reconnais. » Puis là, Morph, il dit « Je te connais pas. » Fait que c'est un autre Morph. C'est ça, c'est un autre Morph, mais qui est très similaire. Aussi, on a un personnage qui s'appelle Nocturne, qui est la fille de Nightcrawler et Scarlet Witch. Oh. On a Thunderbird, l'original John Proudstar, mais dans une réalité où il est devenu un des chevaliers de l'Apocalypse, qui est devenu War, en fait, le guerre. Et on a aussi Mimic, personnage qui date de la run de Stan Lee et Steve Ditko dans les X-Men, qui est un personnage qui, de son nom, on le dit, copie les pouvoirs de certains de ses coéquipiers. Mais là, il vient d'une réalité où tous les super-héros, ça va bien, même il n'y a pas de haine envers les mutants dans cet univers-là. Et lui, c'est un des super-héros les plus populaires. Donc, il y a ça. Et ça commence aussi, il y a le personnage de Magnus, qui est le fils de Rogue et Magneto dans une autre réalité. Mais lui, il dure pas longtemps. Il meurt assez vite. Il se fait remplacer par Sunfire, qui est Mariko Yashida, donc la fille qui était un peu l'intérêt amoureux de Wolverine pendant longtemps, mais que là, dans cet univers-là, c'est elle, Sunfire. Est-ce qu'on a des personnages de notre réalité à part Blink ou pas du tout? Pas pour l'instant, peut-être qu'éventuellement, parce que c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il se fait remplacer par un autre. Fait que c'est tout le temps un corps de 6 personnages.
Puis, fait que tout est possible. Mais là, c'est ça, tu vois, la première histoire, leur mission est un échec parce que, ils réussissent, mais ça prend du temps parce que eux, ils se font dire, parce que Blink a une espèce de, ils appellent ça un talus, donc une espèce de montre extraterrestre ou whatever, qui lui dit quoi faire. Puis là, dans la réalité où ils sont, il n'y a pas de personnes avec des super pouvoirs, ils sont tous soit emprisonnés, soit morts. Et le Talus leur dit trouver un leader. Fait que là, tous eux autres qui sont des gens de X-Men se disent faut trouver Professeur X. Puis là, ils s'en vont libérer Professeur X. Et Professeur X, c'est un tyran qui décide de tuer tout le monde. Donc, ça part mal. Ouais, mais finalement, ils réussissent à libérer Magneto. Et c'est Magneto qui va libérer tous les autres super-héros. Et là, eux, leur mission est faite. Fait que là, ils se font téléporter à une autre réalité. Puis là, ils se font dire, OK, là, il y a un autre événement qu'il faut que vous réglierez. Ailleurs, c'est ça. Comme là, il tombe dans un univers où il tombe pendant le procès de Phoenix devant les Shi'ar avant que Jean Grey décède. Mais c'est pas vraiment Jean Grey, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais là, il y a un des personnages qui dit, ben là, est-ce qu'on revient dans le temps aussi? Puis là, il y en a un qui dit, d'après moi, ce temps-là va moins vite. Parce qu'on n'est pas supposé de revenir dans le temps. Fait que c'est comme le temps... Tu te défiles moins vite dans cette réalité. Exact. En tout cas, tu vois, il y a des affaires de même, mais je te dirais que la force de la série, c'est vraiment... tu pars avec un team, puis là, t'as... l'esprit d'équipe puis l'esprit de famille qu'il y a dans les X-Men et arrive vite entre eux. Puis ça fait que tu as le goût de les voir évidemment faire leur mission, mais aussi d'avoir des moments où ils ont des pauses, puis ça arrive. Il y a un numéro où il y a juste 2 personnages qui jasent pendant qu'il y en a d'autres qui s'en vont à la plage. Là, puis c'est des moments de même qui sont le fun. Puis aussi, John Winnick, il a fait beaucoup de séries mettant en avant des personnes de LGBTQ. Puis il y en a aussi dans Exile. Fait que ça fait du bien aussi parce que, tu sais, là, j'arrive des années 2000, puis là, on commence à en parler un peu. Oui, ça doit faire partie des sujets qui émergent dans les séries aussi. Exact. Puis même la dernière fois, je disais que j'allais commencer. Je me suis trompé de nom d'ailleurs. La dernière fois, je pense que j'ai parlé de Joe Casey, puis c'était pas ça, c'était Mike Casey. Non. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai commencé la run de Chuck Austin. Et c'est celle-là qui est mal vue souvent. Mais il y a un numéro avec North Star. Puis là, il est ouvertement gay. C'est pas des sous-entendus. Non, ça fait du bien. Ouais. Puis c'est ça. Là, on arrive dans les années 2000 dans les BD. Puis ça fait du bien. Quelques années plus tard, il va se marier aussi, North Star. C'est ça. Mais c'est ça, c'est Exile. À date, j'aime bien ça. La prémisse est cool, mais ça me tente au bout. Oui, vraiment. Puis le dessin est beau. Puis les dialogues sont bons. John Winnick, écoute, c'est ça. Fait que tu bifurques dans Exile pendant un bout, puis t'as arrêté Extreme selon comme les ordres que j'ai trouvés pour essayer de me partir pour ça. Parce que c'est ça que je fais, c'est que je trouve des reading orders, puis là, je me fie là-dessus. Puis là, si je vois qu'il y a des affaires qui marchent pas, je les arrange. Dans notre liste qui est sur le Discord. Mais là, c'est ça, il faut que je lise comme 19 numéros d'une shot, puis après, comme j'ai quelques X-Men Unlimited à lire, puis après, je retourne dans Exile pour encore une couple de numéros. Fait que, tu sais, je pense que là, ça va être ça pour les prochaines semaines. Mais j'aime bien ça. Super, ça a l'air intéressant. Moi, j'aime bien la prémisse. J'aime bien les versions alternatives des personnages. C'est une façon intéressante d'explorer des possibilités. Puis autant Marvel puis DC. Puis on va pas se le cacher, là. Les X-Men, ils en ont eu une armée de personnages alternatifs, de réalités parallèles. Puis ça fait partie de la gamique de la chose. Mais cool. Fait que si, comme Simon l'a dit, il y a des listes de lecture, entre autres des X-Men qui sont disponibles sur notre Discord. Ces channels-là sont bloqués dans le sens que vous ne pouvez pas commenter, mais vous avez accès à des
des listes derrière. Donc, si vous voulez suivre, il y a énormément de listes qui sont disponibles pour suivre, comme Simon, les X-Men, pour lire plus de 30 ans de comic book en 5 ans. Ouais. C'est génial. Mais tu vas être rendu bientôt à ce qui se fait aujourd'hui. Là. T'es, ben, 23... T'es 24 ans en arrière. Ouais, là, je commence à voir des choses que je me souviens d'avoir entrevues ou des trucs que j'ai lus aussi, sûrement. Yeah. Donc, ouais. En parlant d'entrevue, c'est pas vraiment une entrevue, mais c'est une déclaration qui a été faite par Jim Lee. Jim Lee, qui est un éditeur en chef ou un éditeur et directeur de la création pour DC Comics, qui est un dessinateur aussi légendaire qui a fait partie de ceux qui ont lancé Image Comics dans les années 90. Ben, il a commencé le travail sur une nouvelle série qui s'appelle Batman Hush. Je pense que tu as peut-être lu Batman, justement, à l'époque Hush, Simon. C'est dans ces années-là. Je pense que je l'ai lu pour le show. On l'a lu pour le show, mais je pense que même à l'époque, là, des X-Men que tu parles, c'est à peu près cette période-là que c'est sorti, début des années 2000. En 2002, justement, la première série Hush, qui avait été écrite par Jeff Loeb, si je me souviens bien, avait énormément cartonné. Et c'était bien sûr Jim Lee, à l'époque, qui avait signé également le dessin. Puis là, cette année, Jim Lee avait annoncé il y a déjà un petit bout de temps qu'il allait repartir un truc qui s'appelait Batman Hush 2. Et là, il y a 2 numéros seulement qui sont sortis pour l'instant. Puis ça c'est quand même assez long entre les numéros. Puis c'est difficile là, pour avoir des détails. Puis finalement, il est allé faire une déclaration sur les médias sociaux, ce Jim Lee, pour dire, écoute, je voulais pas faire cette déclaration-là, mais je pense que l'audience a besoin d'être au courant. Ouais. J'ai été déclaré prédiabétique il y a environ 1 an de ça. Okay. Donc, ça amène des problèmes de santé. Puis ça, c'est dû à des décisions là, qui étaient liées à mon alimentation, mes habitudes de sommeil, mes habitudes de vie, de travail, de stress. Écoute, ce gars-là, pendant des décennies, carburait au deadline à travailler des nuits blanches, puis éventuellement, à l'âge où il est rendu, malheureusement, c'est normal, mais ça l'a rattrapé. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, si son attention est divisée entre ses responsabilités du côté de DC et ce projet-là, il faut qu'il se tempère. C'est essentiellement ce qu'il dit dans son message. Je vous paraphrase ce qu'il dit. Puis bon, ça va sortir, ça se fait. C'est juste que je peux pas me permettre de brûler la chandelle par les 2 bouts, comme dans le temps. Puis je trouve ça tout à fait respectable, respectueux pour les gens à la maison et respectable pour lui et sa famille. Parce que bien sûr que quand tu es rendu à l'âge de Jim Lee, quand tu as accompli les choses que tu as faites, c'est tout à fait normal que d'un, tu veux te mener, tu veux te préserver un peu, puis passer du temps pour ta famille, avec ta famille, quand tu as la santé, c'est super important. Donc voilà pour si vous êtes en train de suivre Batman Prends ton temps, Jim. Prends ton temps, Jim Lee. On veut t'avoir longtemps encore. À la fin, c'est ça. Ouais, ça va être fucking super beau, sûrement. C'est ça. Donc, tant mieux pour lui là, que là, il prenne une pause et qu'il a annoncé justement ce qu'il en est de sa santé. Puis je vais te parler d'un dernier truc, Simon. Parce que je n'étais pas un abonné du MAD quand c'était publié jadis, mais j'étais un abonné du Safarir, qui est très mal vieilli d'ailleurs, surtout sur des numéros de Safarir. Et tabarnak. Mais là, Mad, qui est un magazine humoristique, un peu comme l'était Safarir, ils sont venus avec un numéro spécial, Mad About DC. Donc, c'est un numéro spécial dédié à DC Comics, qui rit en fait des propriétés de DC Comics, des lecteurs, mais aussi de ceux qui font des comic books. Et c'est édité, parce que c'est un éditeur invité pour le numéro, par Chip Zdarsky, qui signe aussi quelques histoires de Mad About DC. Puis je dois le dire, là, on parle plus d'une 50aine de pages, là, ça vaut vraiment la peine. C'est hilarant. J'étais crampé tout le long. Je suis pas sûr que c'est le genre d'affaire que j'achèterais à chaque mois, là, si c'était pour repartir dans un ongoing. Mais c'est tellement intéressant. Écoute, ça rit de tout le monde. Il n'y a rien qui est sacré. Il y a un moment où on rit même un des créateurs de Batman qui, en fait, a exploité plein d'autres créateurs par la suite pour créer le canon autour du personnage. Fait qu'il n'y a rien là, qui est hors limite. C'est vraiment le fun. Puis, un des premiers gags, c'est on fait une page dédiée à les gens qu'on rencontre dans les congrès de Comic-Con, de style Comic-Con. Puis, on en a des amis qui sont auteurs-autrices de BD. Puis, Colin, que je vois exactement les personnages. Nous autres, on les a rencontrés aussi dans le cadre de congrès. C'est vraiment très drôle. Il y a un moment, et on s'entend là, pour les gens à la maison, vous donner un visuel, c'est souvent des auteurs, des autrices et des dessinateurs jumelés à ces personnes-là. Okay? Puis il y a Chip Zdarsky qui signe quelques histoires, mais habituellement une page, ou souvent c'est juste une histoire de 1 ou 2 pages, c'est la même équipe. Okay? Fait que c'est super court, le rythme est vraiment rapide, puis t'en as pour ton argent. Il y a la première rencontre entre M. Bushbug puis Harley Quinn, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a jamais eu de rencontre entre M. Bushbug puis Harley Quinn, mais le gag, c'est que M. Bushbug ouvre sa porte dans le corridor pour prendre son courrier. C'est comme un immeuble. Puis Harley Quinn est là, puis elle est en train d'aller à son appartement, puis il fait « Sup, salut! »
la rentrent puis ferment leur porte. That's it. Wow. Et là, c'est canon. La première rencontre entre Bushbuck puis Harley Quinn. T'as Guy versus Spy, parce que DC Comics possède Spy versus Spy, mais là, on met un des deux Spies puis on l'a fait affronter Guy Garner, le Green Lantern. On a des fausses pubs, puis ça, moi, j'aime ça, là, ce genre de gag-là. On a le Batman Premium Bat Guano. Ça, c'est du caca de chauve-souris, qui c'est excellent selon la pub pour faire engraisser votre jardin. Okay. C'est parfait. On a des faux castings là, d'acteurs dans des rôle de DC Comics, mais tu sais, l'encadrer au début, ça dit, tu sais, quand tu n'as aucun engagement financier et tu connais pas le métier, voici ce que des fans croient que devrait être le casting de tel film. On rit vraiment de tout le monde. Il y a un moment donné une super page où tu as le cerveau des gens qui travaillent dans l'industrie du comic book, donc tu vois les ondes du cerveau avec qui sont dédiées à quoi. Celui qui est le writer, là, le scénariste, je te dirais que c'est lui qui a le plus de problèmes. C'est vraiment très drôle. Une autre pub qui m'a beaucoup aussi fait rire, c'est une pub où tu peux appeler un numéro pour t'excuser à Jason Todd. Puis ça fait référence à l'époque quand il y a eu Death in the Family. L'audience pouvait appeler pour décider si Jason Todd allait vivre dans le comic book ou allait mourir. Jason Todd étant le deuxième Robin après Dick Grayson. Puis là, vous pouvez l'appeler. Puis la pochette, pas la pochette, mais l'illustration, c'est Jason Todd, le Red Hood, avec une crowbar dans les mains, puis il est comme genre, va, excuse-toi. Fait que c'est vraiment très cool. Le numéro est sorti il y a quelques semaines de ça. J'imagine que vous pouvez le trouver en backorder ou sur des tablettes de Comic Book Shop. Puis je l'ai découvert grâce à Martin, qui est un auditeur des Mystérieux Étonnants qu'on entend dans les Speak Pikes des fois. Il l'avait partagé sur le Discord des Mystérieux, puis ça a été une lecture là, où est-ce que j'étais comme full engagé. J'ai trouvé ça le fun, c'était vraiment drôle. Je l'ai lu en numérique, avoir eu l'occasion de mettre la main dessus, je l'aurais fait. D'ailleurs, si je le tombe dessus dans un comic shop, je vais l'acheter juste parce que je trouve que c'est le fun. C'est vraiment une belle petite histoire, un beau petit numéro. Vous n'avez pour votre argent. Mad About DC, qui est un retour du Mad Comic ou Mad Magazine version DC Comic. Fait que c'est ça. T'as-tu autre chose, toi, Simon, avant qu'on fasse une petite pause? Juste mentionner que j'ai lu le nouveau numéro Superman, Spider-Man. Oui, là, c'est Spider-Man, Superman, parce qu'avant, il était Superman, Spider-Man. C'est ça. Là, pas celui qu'on a fait la critique, mais le nouveau. Et j'ai eu le petit moton. Je pense que ça vaut la peine qu'on en parle à l'émission. Je sais pas si ça vaut la peine, mais je pense que juste si vous avez apprécié le premier, c'est sûr que vous allez apprécier celui-là. OK. Bon, ben là, tu me l'as vendu, je vais aller me le procurer. On va faire des petites annonces, Simon, si tu le permets, puis après, on va prendre une petite pause, on va parler bien sûr du sujet de la semaine. Je vous ai parlé, je viens de le mentionner, le Speak Pipe. Si vous voulez laisser un message vocal pour les Mystérieux Étonnants, on pourrait l'entendre à l'émission. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter avant de l'envoyer. Commentaires, suggestions de comics dont on n'a pas parlé à l'émission, dont vous voudriez qu'on parle à l'émission, ou juste une suggestion de quelque chose que vous avez lu qui vous a énormément plu. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Donc, vous cliquez là-dessus, envoyez-nous un message vocal. Puis, il y a aussi un lien dans le Discord si vous cherchez les gens qui sont membres du Discord qui écoutent le show en ce moment. On a bien sûr un Patreon. Patreon qui nous permet de financer les activités des Mystérieux Étonnants. Donc, c'est l'équivalent d'un café par mois. Faites en sorte que les Mystérieux Étonnants existent. Et en échange, vous avez des goodies. Vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants et vous avez accès aussi à Bifurcation, le podcast que je fais avec une multitude de personnes. On a 2 cycles en ce moment qui se déroulent en parallèle. Un cycle que je fais avec Blaise sur Astérix Obélix. Je passe à travers toutes les Astérix Obélix. Moi, c'est la première fois que je l'ai lu. Et Blaise, lui, c'est un fin connaisseur. Il était à je ne sais pas combien tième de lecture. Puis c'est vraiment le fun. Je trouve que c'est le fun de découvrir ces albums-là à mon âge. Mais on m'a dit que c'est un cycle qu'on appréciait beaucoup. Donc, quand vous faites votre don au Patreon des Mystérieux Étonnants, vous avez accès directement, automatiquement à Bifurcation. Puis en parallèle, je fais un cycle dédié à David Bowie au cinéma qui va bientôt prendre fin. Ça faisait un bout qu'on l'avait mis de côté, mais là, on enregistre un épisode durant le week-end, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, vous avez en masse de stock pour les prochaines semaines. Je fais ça avec Antoine Pontbriand et Rémi Fréchette. Et quand Guillaume Saint-Cyr a la chance, il est aussi avec nous. Donc, du stock en masse. Si vous voulez avoir accès au Discord lorsque vous êtes abonné au Patreon des Mystérieux Étonnants, écrivez-moi directement à travers la plateforme. Je vais vous envoyer le lien. Et le Discord, c'est comme Internet, mais sans trou de cul. C'est une super de communauté, vraiment le fun, où les gens
gens partagent des articles, des trouvailles, des choses qui ont attiré leur attention, des nouvelles. Simon aussi a son propre channel là-dessus où il partage ses trucs à lui. Donc, c'est une super de belle communauté et c'est très cool. Moi, j'aime bien Discord. C'est le média social que je fréquente le plus par jour. Il y a un Noël chez Isidore qui s'en vient cette semaine. Simon nous a avertis, c'est super. Bye bye 95. C'est tellement cool ça. Donc disponible sur notre site internet, mais aussi sur les différentes plateformes de podcasts. Puis allez jeter un coup d'œil, il y a encore les archives de Terre humaine chez Isidore qui sont là, Peter Kaiju qui sont là. On est partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On a du stock, là, on parle de 20 ans de stock. Fait que si vous voulez aller écouter le backlog, parce qu'on ne peut pas vraiment mettre plus que 300 épisodes sur le fil RSS, c'est un peu problématique, ils sont tous sur notre site Internet. On est également sur les plateformes de désinformation qui vous influencent au quotidien, donc Facebook, Instagram, mais surtout, on est disponible sur le Discord. Je voudrais aussi plugger sur mon Patreon. Oui, j'ai maintenant décidé de mettre les épisodes slow VHS gratuits pour tout le monde. Il faut juste être un membre Patreon, mais ça ne vous coûte rien. Donc, vous pouvez être membre sans vous abonner au Patreon, ce qui est une nuance qu'ils ont faite dans les dernières années. Puis ta série est super bonne. C'est le genre d'affaires que tu peux écouter vraiment relax. Tu passes à travers ta collection finalement de VHS. Tranquillement, c'est ça. Très cool, très cool. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine de Human Target Volume 1 de Tom King et Greg Smallwood. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée disponible chez DC Black Label de Human Target Volume 1 de Tom King et du dessinateur Greg Smallwood. Donc, c'est un 6 numéros. Il y a 2 volumes au total si vous voulez lire l'entièreté de la série. Simon a lu le premier volume. Moi, j'ai lu le premier volume, également le deuxième. Je vais vous résumer rapidement l'histoire, puis après, on va en parler ensemble. Je vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Donc, si vous voulez éventuellement lire la bande dessinée, spoilerific! On le fait. Fait que vous êtes avertis. Hein? Donc, voilà. Donc, on suit Christopher Chance. Christopher Chance, c'est un personnage qui, à ma connaissance, a été inventé par cette série par Tom King, par le scénariste. C'est ce qu'on appelle un human target. Donc, en fait, c'est un petit sobriquet qu'on lui a donné jadis. Donc, Christopher Chance est si vous avez des menaces de mort contre vous, si on veut vous assassiner, il va se déguiser en vous. C'est un maître du déguisement. Et lorsque la tentative d'assassinat se fera, il va pouvoir mettre la main sur qui voulait vous tuer. C'est ça son commerce. C'est très, très, très spécifique. C'est en même temps un enquêteur. C'est quelqu'un qui a des capacités de détective poussées. Mais c'est pas un personnage qui est associé nécessairement à la communauté des super-héros, quoi qu'il semble avoir un lien avec eux. Mais ce n'est pas un super-héros. Et comme c'est publié chez DC Black Label, le livre n'est pas canon. On peut se permettre des choses qu'on ne fait pas dans le canon régulier des comics de super-héros. Donc, The Human Target, Christopher Chance est engagé par Lex Luthor. Et Lex Luthor, quelqu'un veut mettre fin à ses jours. Il y a une tentative d'assassinat qui est arrêtée par le Human Target et par la suite, il s'aperçoit finalement qu'il a été aussi empoisonné. Il y a 12 jours avant que le poison fasse effet. Et tout ce qu'il sait, après une conversation avec Dr. Midnight, c'est que c'est un des membres de la Justice League International, donc un des membres de la Justice League International qui serait responsable de sa tentative d'assassinat, ou son assassinat sur lui. Donc, il y a 12 jours pour savoir c'est qui. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de passé. Il s'en fout, donc il essaie de se lancer dans une enquête. Le livre, là, c'est pas caché, c'est complètement inspiré des films, des récits, films noirs, détectives noirs. D'ailleurs, on en parlait avec Simon tantôt. L'ouverture fait beaucoup penser à Sunset Boulevard. Ben oui, que j'ai écouté par hasard après avoir lu la BD. Exactement. Puis moi, j'ai écouté Sunset jadis en lisant la bande dessinée, puis surtout la première séquence d'ouverture. Je fais, crime, c'est comme Sunset Boulevard. On commence finalement avec la fin. Donc, ça soigne ça. Puis voilà. Là, je vais laisser la parole à Simon. Toi, est-ce que tu as aimé le premier volume de The Human Target? J'ai bien aimé ça. Je pense que peut-être, si je peux commencer, mettons, par le négatif pour s'en débarrasser, il y a un numéro que je n'étais pas sûr de comprendre ce que je venais de lire. Lequel, oui. Sinon, j'ai beaucoup de questionnements parce que moi, j'ai lu les 6 premiers numéros, donc j'ai pas la fin. Mais comme tu m'as expliqué avant le show,
qu'il y a juste 2 volumes, donc 2 volumes de numéros. Puis ça me rassure parce que je me suis dit, OK, ça va tout être quelque chose qui finira jamais, mais en même temps, en parlant avec toi, je me suis dit, ouais, mais il reste 6 jours, fait que ça peut pas ça peut pas être éternel, une série qui finit pas, donc je suis curieux de lire le reste, donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture, malgré les trucs que je comprenais pas. Parfait. Écoute, je vais un peu dans ton sens. Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai non seulement lu le premier volume, mais j'ai acheté le deuxième pour pouvoir finir la série au complet. Il y a d'ailleurs un volume... Toi, t'as trippé. Moi, j'ai vraiment eu du fun. Je sais pas pourquoi, ça a comme gratté quelque chose qu'il y avait en moi. Là, j'avais besoin de films noirs. Je me suis mis une petite playlist de musique... film noir en arrière-plan. Puis à un moment donné, c'est embarqué sur Blade Runner, mais avec du Vangelis. Puis j'étais comme ça, c'est parfait. C'était vraiment... je sais pas pourquoi, j'étais dans le mood. J'aime beaucoup le travail de Tom King. Les BD dont on a parlé à l'émission qui m'ont beaucoup plu. Adam Strange, on a parlé de celle de Miracle Man. C'est quelqu'un qui revisite le canon des personnages qu'on connaît de DC Comics avec une petite twist. Puis comme, encore une fois, c'est pas canon, on peut faire un peu ce qu'on veut. Puis la BD est soignée, c'est ça, le film noir. Je trouvais que l'art de Greg Smallwood est fantastique. Il est tout le temps jumelé à des artistes qui ont un peu ce côté-là rétro, mais actualisé en même temps. C'est pas c'est pas une imitation de ce qui est rétro, mais c'est d'inspiration rétro. Ouais. Puis c'est vraiment un genre de dessin que j'adore. Là. Ça me fait penser un peu à du Phil Noto aussi. Puis celui qui dessinait, on avait lu Avengers Twilight. Oui. Je me souviens pas le nom, mais ça aussi. Tu sais, il y a une espèce de look 50s, dessin des années 50, mais au goût du jour. Là, c'est vraiment beau. Oui, c'est bien dit. Puis les lignes sont souvent pas nécessairement ancrées. Fait qu'on voit pratiquement le grain, en fait, du crayon ou qu'importe la broche qui a été utilisée, qu'elle soit le virtuel ou réel pour le dessiner. Et bien sûr, c'est d'inspiration pop, un peu plus vieillot, mais c'est pas un hommage nécessairement. À Parker aussi. Oui, Parker, absolument. Oui, Parker qui est un petit peu dans ce style-là. Sûrement, en fait, que le dessinateur a dû revisiter Parker de Darwin Cook avant de se lancer. Fait qu'on est un peu dans ces dalles-là. Fait que visuellement parlant, même si l'histoire, je l'aurais pas aimé, je pense que j'aurais full embarqué à cause du dessin. Puis moi, ça m'a full touché la finale. Je la dirai pas, je vais pas la spoiler, là, je vais vous laisser la lire. J'avais le moton, moi aussi, à la fin. J'avais quelque chose. Je trouvais que c'était une histoire qui avait de la poigne. Et où est-ce que je voulais aller avec ça? J'ai beaucoup aimé le personnage. J'aime les personnages torturés, un peu des loners. Puis partout rencontrer la femme fatale. Et dans ce cas-ci, c'est Ice, un personnage qu'on connaît de la Justice League International. Donc, on fait référence à des choses qui se sont passées dans le vrai canon, mais on amène ça plus loin. Fait que je ne veux pas trop en dire parce que là, je suis dans mon appréciation. Mon appréciation, c'est que j'ai vraiment aimé ça. Puis si j'avais pu mettre la main sur l'édition Deluxe qui existe, qui regroupe les 12 numéros, je l'aurais acheté. Puis j'aurais dû écouter un des auditeurs qui l'a partagé sur Discord il y a plusieurs mois de ça. Il nous a dit ça, c'est malade. Puis t'avais raison, man. C'était malade. C'était très, très malade. Quoi d'autre? Ouais, puis tu sais, en y repensant, tu sais, je l'ai lu parce que, évidemment, je l'ai lu hier en me disant, OK, tu sais, le show est demain, fait que faut que je le lise un peu vite, mais je pense que ça serait quelque chose que j'aimerais revisiter aussi. Tu sais, si je lis la suite, je pense que je recommencerai du début pour plus apprécier les moments que peut-être que je comprenais moins bien. Le numéro en question auquel tu fais référence, qu'on comprend moins bien, peut-être pour situer les gens, le parcours en fait de Christopher Chance l'amène à croiser Heist, qui est un genre de knock-off de je sais pas, c'est pas Mr. Freeze, là, mais son pouvoir est lié à la glace, bien sûr. Ancienne copine de Guy Garner, un des Green Lantern. Donc, lui, il veut investiguer en fait la Justice League International, puis elle en fait partie. Donc, il passe par elle, puis elle l'accompagne dans son enquête, puis à chacun des numéros est dédié finalement à un des membres de la Justice League International. Et à se demander, est-ce que c'est cette personne-là qui m'a empoisonné, dont elle, potentiellement. Ce qui rend la relation vraiment intéressante. Puis elle se développe la relation au début aussi. Là, c'est très lent. Je sais pas exactement où le premier trade finit, fait que je veux pas trop en dire. Là. Le premier trade, juste pour dire, finit au moment où Fire entre en jeu. Ça. Parce que un autre personnage. Un autre personnage. Puis je vais te dire,
Je pense pas que vous avez besoin de connaître le canon de la Justice League International. Je pense pas que vous avez besoin de connaître Ice ou Fire ou les autres personnages qui composent la Justice League International pour vraiment apprécier cette série-là. On nous en dit assez, corrige-moi Simon si je me trompe, pour pouvoir se retrouver puis je pense que ouais. Juste partir dans l'enquête avec eux. Là. Ouais. Mais c'est ça, pour le numéro. Oui, le numéro, excuse-moi. Difficile à comprendre. C'est le numéro sur Martian Manhunter. Mm-hmm. Oui. Puis peut-être que moi, ce que je comprenais pas, c'est qu'un des pouvoirs de Martian Manhunter, c'est la télépathie. La télépathie. C'est un peu un Professor X de l'univers. C'est ça, je savais pas. Fait que là, quand j'étais arrivé à la fin, j'ai fait il doit avoir ce pouvoir-là. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que là, j'ai compris que c'était comme un espèce de combat finalement. Dans la tête, entre les deux. Dans la tête, dans les souvenirs que notre personnage a eu avec un autre personnage qui est capable de combattre ça. Donc, c'est un peu... Mais de la façon que c'est découpé et c'est fait, je pense que là, c'est peut-être important de savoir que Martian Manhunter a des pouvoirs parce que de télépathie. Parce que là, c'était... je me posais tellement de questions que j'étais comme, OK, j'aimais ça, puis là, je comprends plus rien. Je me suis dit la même chose que toi. Je trouvais tellement que l'histoire coulait bien, puis que j'étais en mesure de suivre. Puis des fois, tu sais, c'est pas notre langue première, l'anglais, mais quoique on est quand même très fluent là-dedans. Mais là, j'étais comme, OK, y a-t-il quelque chose, y a-t-il une subtilité que je catch pas? Puis j'étais comme déçu de pas être en mesure de suivre autant que... Du coup, ce numéro-là, il a été écrit par Grant Morrison? Qu'est-ce qui se passe, là? Puis oui, c'est que non seulement ça se passe dans les songes, il y a comme un combat psychique entre les deux personnages, mais on apprend d'un qui a cette capacité-là, lui, parce qu'il a été entraîné par la Ligue des Assassins, ça se comprend, de Ra's al Ghul. Puis là, on nous présente un personnage qui a ces pouvoirs-là psychiques en même temps, qui était le personnage qui l'a entraîné. Fait que ça, je sais pas si c'est personnage-là... je pense quelqu'un qui vient de genre des New Gods ou d'Apocalypse, ou je sais pas trop. Là, t'sais. Mais ça, je sais même pas si c'est un personnage qui existe. Je veux dire. Apocalypse. En tout cas, whatever son nom. Là. Mais tu vois, ce personnage-là, je sais même pas s'il existe pour vrai. Ouais, moi non plus. J'imagine que oui. Fait qu'ils introduisent plein de concepts d'une shot, alors qu'on est dans un combat de songe. Pendant un repas. Pendant un repas qui dure une fraction de seconde. Fait que c'est comme, what the fuck? En même temps, c'est ça. C'est intéressant parce que tout ça se passe pendant qu'il est en train de passer une salière. Mais c'est ça, c'est un numéro que une fois que tu arrives à la fin, tu fais que OK. Fait que là, tu sais, tu as le goût de le relire. Oui. Parce que de la façon que c'est fait, c'est intelligent, c'est bien découpé. C'est ça, c'est juste que moi, personnellement, il me manquait des éléments. Même affaire, sauf qu'au moins à la fin, je pense qu'on comprend ce que ce numéro-là veut dire. Quand même. Puis il est très différent des autres numéros, là, ce numéro-là. Il est c'est ça, il est plus onirique là, parce qu'on est dans l'immatériel. On est comme dans... la structure est différente. Le storytelling est différent. Ouais. Ce que je trouve intéressant qu'on apprend dans ce numéro-là, c'est que le Martian Manhunter a une liaison avec Fire, qui est la meilleure amie de Ice. Ouais. Et est-ce que c'est Fire qui a empoisonné le Human Target? On ne sait pas encore, mais la genre de kryptonite, si je peux dire, du Martian Manhunter, c'est quoi? C'est le feu. C'est le feu. Et ils ont une petite relation torride, ma foi, ces deux-là. Fait qu'il y a un petit kink. Il fait du edging, le Human Martian Manhunter, mais pas comme vous pensez. C'est comme ça. OK, c'est le fun. C'est un peu plus adulte. Il y a des moments kinky, là. Oh oui. Parce que elle qui Ice qui dit j'espère que ça te dérangera pas, mais à la fin, souvent, il fait frette. Oui, quand nous copulons. Oui, c'est ça. Mais leur relation, moi, je l'ai trouvée super réaliste. Ils se connaissent pas beaucoup. Ils tombent en amour rapidement. Oui, ils se plaisent très rapidement. Lui, il est charmé. Il y a clairement une attirance entre les deux. Puis là, ça se développe. Il y a clairement à un moment donné une liaison, puis ils vont se laisser aller. Mais plus ça va, je sais, dans les numéros, surtout dans le deuxième volume, il y a une relation qui se crée entre les deux en plus de la passion. Okay. Et tout ça est hyper plausible. J'avais rarement vu ça dans une BD. Là. C'est ça, parce que, tu sais, pour l'instant, en tout cas, dans la première partie, tu sais, c'est un peu le trope de la femme fatale, mais en même temps, il y a un petit quelque chose de plus... surtout le moment où les deux ils sont dans le vaisseau de Blue Beetle, puis elle fait juste mettre sa tête sur son épaule, puis là, lui, il est comme...
Ouais, OK. Et il y a quand même le petit début de relation qui est cute. Ouais. Mais en même temps, tu te dis, ouais, mais peut-être c'est elle qui l'a empoisonné. C'est ça, exactement. Puis lui aussi, il se le dit, là, on n'est pas naïf. Là, puis tu sais, c'est le côté mais où... je suis content de savoir, content de savoir que la relation se développe plus que juste le côté femme fatale et fantasme. Ça va plus loin, en fait. Mais leur lien est probablement une des forces de la bande dessinée. Le moment auquel tu fais référence, c'est qu'il accompagne Blue Beetle dans son espèce de vaisseau. Là. Ouais. Puis tout le long, je voyais, ah oui, c'est vrai, c'est le vaisseau qui a inspiré le vaisseau dans Watchmen. Puis lui, il parle du fait qu'il sent le froid à travers son veston, parce qu'il est toujours habillé de magnifiques vestons à la 50s, à la Mad Men. Puis c'est le moment aussi que les deux savent qu'ils trippent un sur l'autre, mais ils peuvent pas vraiment... C'est pas qu'ils peuvent pas, mais ils se le disent pas encore explicitement. Puis ce numéro-là finit où il rentre dans sa chambre d'hôtel, puis là, la serrure a été gelée. Il y a quelqu'un qui y attend. Écoute, j'essaie de pas prendre un verre la semaine, là, mais c'était difficile de lire cette bande dessinée-là, puis de dire « Hey, j'ai pas envie de boire un bourbon », parce que tout le long... ils se font juste boire des bourbons, puis c'est comme My God, guys, là. Vous donnez le goût, là. Là, je vais te demander un spoiler. Vas-y, je vais te le donner. Mais en même temps, tu me diras si c'est important, mais est-ce qu'ils ont vraiment tué Guy Garner? Tu veux-tu vraiment que je te réponde? OK. Je veux pas te répondre. OK, on en reparle. Parce que ça, c'était une des affaires qui est arrivée que j'étais comme, OK, mais hein? Vous venez de tuer Guy Garner? Oui, et de façon très gratuite. Oui, puis c'était joué comme un peu comme... il n'y avait pas d'impact vraiment. En même temps, Guy Garner, là-dedans, il est un asshole. Fucking asshole dans la BD. Mais... Guy Garner étant l'ex-copain de Ice, qui tout au long de la BD, comme un stalker, arrête pas de venir... tapocher le Human Target parce qu'il dit « t'approches pas de ma blonde, nanana », même s'ils sont plus ensemble depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Puis ça culmine un affrontement entre Ice et Guy Garner qui, elle, par accident, j'imagine, doit l'empêcher d'être de faire un... En tout cas, d'être il est en train... Ouais, c'est ça. Il est en train de les attaquer, là, tu sais. Surtout, il attaquait elle. Puis là, elle a comme... Elle gèle pendant que lui, il évite une balle de notre héros parce que lui, il a déjà essayé de tirer, mais en sachant très bien que une espèce de la bague aura protecteur du Green Lantern va s'en occuper. Mais là, à cause qu'il a été distrait, il devient complètement gelé. Puis là, après... Lui, il donne un punch. Évidemment, référence à la célèbre BD de Justice League International où Batman donne un punch à Guy Garner pour le slugger et l'assommer. Mais là, c'est vraiment un punch, puis il éclate. Ouais. Puis là, après, ils font l'amour, je pense, pendant qu'il y a des morceaux de Guy Garner gelés à terre. Puis c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, c'est ça, c'est du Black Label, fait qu'ils peuvent aller à des endroits autres que ce qu'on s'attendrait. Et la BD, je te le dis, livre à ce niveau-là dans le deuxième volume, parce que la BD, la série, parce qu'on va dans des zones, justement, que les héros se permettent pas de faire ça dans le canon normal. Puis, il y a... Écoute, je ne veux pas te le spoiler parce que ça fait partie du deuxième volume, mais il y a une histoire dans le deuxième volume qui implique Batman. Et quand je dis implique Batman, c'est la chose la plus... Je peux pas être plus véridique. Ça peut pas être plus vrai que ça. Est-ce que je dis pas que Batman est là, mais Batman est impliqué. Le personnage de Christopher Chase imagine qu'il est pourchassé par Batman. Et il est complètement paranoïaque. Puis, c'est comme ils font un road trip dans le désert. Puis, parce que les autres, ils pensent qu'ils vont se faire justement accuser du meurtre de Guy Garner. Et c'est dans les BD, au niveau du storytelling, qui est en même temps autant du fan service parce qu'on rend hommage, on redonne à César ce qui vient à César. Donc, on encense qui est le personnage de Batman à son paroxysme en tant que grand détective qui a pensé à tout. Mm-hmm. Puis en même temps, c'est juste la psychologie des personnages puis du dialogue interne. Okay. Je sais pas si je l'explique bien, là, mais ça vaut vraiment la peine.
Moi, je cache pas, je pense que je vais lire le reste. Il faut que tu lises, man. Je t'enverrai si tu veux le truc, je te l'enverrai, là, mais ou tu sais, je pense là, vous le trouvez, mais Caroline que ça vaut la peine. Moi, j'ai eu beaucoup de fun. Je recommande chaudement, puis je peux pas insister sur le fait que Greg Smallwood, j'espère voir d'autres de son travail chez DC ou Marvel, je m'en fous. Regardez les expressions faciales dans cette bande dessinée-là. Les regards qui permettent d'amener une certaine subtilité justement à la BD. Justement, les regards entre Ice, entre Chase. C'est fantastique. J'ai full aimé ça. Yeah. Quelque chose à rajouter? Juste, c'est ça. Dans les personnages, il y a aussi Booster Gold qui est là. Dans ceux que j'ai lus, Booster Gold qui est un peu un loser, mais évidemment, comme dans la BD normale, tu sais. C'est ça, Blue Beetle qui est l'ami de Booster Gold, qui est comme moi, je vais l'aider, mais tu sais, il est weird. Tu sais, il l'aime, mais il est comme, en tout cas, fait que c'est le fun, c'est ça, de voir les différentes personnalités de ces héros-là de Justice League International. Fait que c'est sûr, quand tu me dis que là, on va parler de Batman éventuellement, fait que tu sais, je suis comme, OK, je suis curieux de lire tout ça. J'avais complètement oublié. Écoute, avant, là, parce que là, il faut que je parle de Booster Gold, parce que moi, ce bout-là où est-ce qu'il ouvre son propre bagel shop dans un petit centre d'achat, tu sais, des tout petits centres d'achat, là, où est-ce que tu peux pas, il n'y a même pas de corridor entre les magasins, c'est extérieur. Lui, il vante que son magasin ne fait pas du pré-toasté de bagel. Ce qui n'est pas une chose, en fait. Non, c'est ça, il se le fait dire, puis il est comme... Il se le fait dire, mais il écoute pas, là. C'est comme... Je le trouve pathétique, ce personnage-là, mais j'étais... Booster Gold. J'avais comme envie juste de le consoler. Je sais pas comment dire. Ce numéro est vraiment très cool. Petit aparté, à cause qu'il y a eu beaucoup de fan casting de Shane Tops de Smosh dans le rôle de Booster Gold. Là, je lisais la BD puis j'imaginais Shane Tops puis je me suis dit, oui, ça marche. Tu sais d'ailleurs que Smosh va être à Montréal. Oui, moi, j'ai mon billet. Oh, shit! Je peux te demander combien tu as payé? 75. Oh, c'est bien. C'est quand même bien. Moi, je vais être d'ailleurs, je le plug là, mais on va se laisser là-dessus, au match de lutte de la fédération de Kevin Raphaël qui revient à Montréal. Il était allé il y a quelques mois de ça. Il était venu ici il y a quelques mois de ça au Hochgang Plaza où on avait fait notre spécial d'Halloween. Puis j'étais allé avec mon ami Marie-Ève, puis on avait full trippé, puis on avait déjà acheté nos billets pour la prochaine fois qu'ils reviennent. Puis là, ils reviennent ce vendredi. J'ai bien hâte. C'était vraiment cool la dernière fois. J'aime bien Battle War. J'avais bien aimé celle-là aussi. C'est pas Battle War, mais c'est une fédération, mais j'ai aimé ça. J'aime ça voir la différence aussi un peu entre l'approche là, des matchs, puis il y a bien sûr des figures qui se croisent. Ça, c'est aussi très cool. Donc ça, c'est ce vendredi. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs, auditrices qui sont là-bas, ben, vous me ferez un petit coucou si vous me voyez. Je serais bien content de vous rencontrer. C'est tout. Merci, Simon. Merci, Benoît. On recommande, right? Sure? Oui. Allons-y. Human Target. Merci à Simon. Merci à moi. Merci à tout le monde à la maison. Puis on se voit la semaine prochaine. Une entrevue avec la directrice du Festival BD Montréal. Ciao. Bye bye.